No. Très belle société, Total Energy, d'un point de vue stratégique. En tout cas, si on reste purement objectif et rationnel, sur la base des faits qu'on a vus. Maintenant, sur la partie financière, qu'est-ce que vaut Total? Si on devait synthétiser un petit peu la partie d'analyse financière, euh, on va commencer par le compte de résultat. C'est une société, je le disais juste avant, dont l'activité est, est en partie décorrélée de l'évolution des prix futurs sur Brent, sur pétrole. Donc l'activité totale est un petit peu moins cyclique et moins volatile que les cours du pétrole. Donc ça, c'est une très très bonne chose. C'est un peu plus le cas pour Total d'ailleurs que pour ses concurrents, comme je l'expliquais précédemment. Et donc au niveau de l'activité, on regarde quand même rapidement. On a une activité avec un levier opérationnel. Alors je vais calculer de mon côté. Le levier opérationnel, c'est de combien varie le résultat net pour une variation du chiffre d'affaires. Un levier de 1 signifie que si le chiffre d'affaires augmente de 1%, le résultat net augmente de 1. Euh, et le levier opérationnel de Total, en l'occurrence, il est de 6, donc, ou 5,96 pour être précis. Donc si le chiffre d'affaires augmente de 5,96%, pardon, de 1%, le résultat net augmente de 5,96%, inversement aussi. Donc si le résultat net, le bénéfice ou la perte, si le résultat net baisse de 1%, le chiffre d'affaires baisse de... Si le chiffre d'affaires baisse de 1%, le résultat net euh, prend moins 6%. Donc ça c'est important de le comprendre parce que la société Total a été a vu ses bénéfices s'effondrer au deuxième semestre de l'année 2020. Évidemment c'était très temporaire et c'est simplement en raison d'un levier opérationnel de 6. Donc voilà, après une fois que le chiffre d'affaires a à nouveau augmenté un peu, il suffit que le chiffre d'affaires augmente de 6% pour que les bénéfices augmentent de 60%. Si le chiffre d'affaires baisse de 10%, le résultat net baisse de 60%. Donc ça c'est un risque qui est propre à toute société qui a une intensité capitalistique assez forte, c'est-à-dire une intensité capitalistique, euh, pour dire simplement les choses, c'est un besoin d'investissement très 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 grand, très très élevé. Donc voilà. Par contre, ce qu'il faut regarder évidemment, c'est le niveau des marges, parce que le niveau des marges est très conséquent pour un secteur qui a une si forte intensité capitalistique et ça vient compenser un petit peu les risques liés au levier opérationnel et qui est en l'occurrence de 6 à peu près pour Total. C'est à peu près dans la moyenne sectorielle, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de distinction. En revanche, au niveau des marges, on peut noter un avantage quand même pour Total par rapport à d'autres concurrents. Et donc ça c'est une bonne chose. Et également au niveau de la cyclicité du chiffre d'affaires, donc évidemment ce qui en découle au niveau de la cyclicité donc du résultat, par déduction aussi, on peut noter un avantage aussi pour Total qui est moins corrélé que la moyenne de ses concurrents dans l'ensemble, moins corrélé au prix des futurs sur pétrole, au prix des barils, au prix du pétrole, dit plus simplement. Donc c'est quand même ce qui est assez important de noter. Bon, évidemment, c'est une société qui a un chiffre d'affaires qui est conséquent, c'est tout à fait normal, et surtout grâce à des marges qui sont relativement importantes, euh, peut générer un résultat d'exploitation et ensuite net relativement important. Euh, et donc ça, c'est en partie dû, comme on l'a vu sur la partie analyse stratégique, au chiffre, à peu près au quart du chiffre d'affaires qui est, allez, 20-25% du chiffre d'affaires qui est lié à la partie marketing distribution. Donc, euh, donc ça, c'est quand même un très bon point parce que si on arrive à augmenter un petit peu les marges sur un chiffre d'affaires qui est colossal, évidemment, le résultat net, le bénéfice ensuite, il est sensiblement augmenté. On a un levier de 6 à nouveau, opérationnel de 6 dans l'ensemble pour le groupe Total Energy, sur les comptes consolidés. Donc là ici, on a l'activité, donc c'est ce qu'il faut en retenir hein, dans l'ensemble. On a des marges. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'on a un, chi- voilà, des ventes qui sont un peu moins cycliques que les cours du pétrole. Donc ce sont les fameuses barres noires ici sur l'histogramme, donc ça c'est un très bon point. Et la deuxième chose à vraiment retenir, qui est un autre très bon point, c'est que les marges sont relativement importantes pour un secteur qui demande autant d'investissement. Donc voilà, quand on a des marges d'exploitation, on va prendre des données pré-pandémie et post-pandémie rapidement. Mais voilà, en 2019, on était allez, 10% de marge d'exploitation, 6 de marge nette. En 2021, on était à 13 et 8,7 respectivement.
Et bon, 2022, je fais abstraction parce que de cette année en particulier, parce que c'était une année où les cours du pétrole se sont un peu envolés. Mais voilà, si on revient sur un trend de long terme, on a quand même des marges nettes qui pourraient, notamment avec le développement de certains métiers, qui pourraient être dans l'ensemble des marges nettes autour de 10% dans les scénarios qui sont relativement optimistes. Donc si on reste sur des marges à 8 ou 9%, on est déjà sur des très bonnes marges nettes. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est ce qu'il faut en retenir. C'est vraiment le principal à retenir de ça, parce que c'est quand même un avantage dans un secteur qui est aussi cyclique que cela. Il y a aussi une autre partie liée à tout ça, qui est reliée à tout ça, c'est évidemment le développement du groupe sur d'autres branches d'activité et la décarbonation euh, qui amène le groupe à se développer dans, dans le renouvelable et dans le GNL et ce genre de vecteur d'énergie. Donc ensuite, important de comprendre, important à comprendre, on parle d'une société qui est mature, donc le chiffre d'affaires, il va pas suivre un trend il va pas suivre un trend considérablement haussier au long terme. Tout ça, finalement, d'un point de vue extrêmement global, très macroéconomique, l'ensemble du chiffre d'affaires est plus ou moins lié finalement euh, à l'évolution du PIB mondial. Voilà, pour dire les choses simplement. Donc dans tous les cas, on n'aura pas une croissance à deux chiffres sur un trend de long terme. Ça c'est évident. Et ça se traduit d'ailleurs dans les cours de bourse, si on regarde rapidement, depuis une vingtaine d'années, dans l'ensemble, le cours de bourse aussi dans un canal entre 30 euros et 50 euros. Donc voilà, la phase d'expansion et de développement du chiffre d'affaires, elle est déjà passée. On a une société qui est mature, qui a un rendement du dividende qui est élevé, un ratio PER qui est relativement faible. Et, euh, et surtout maintenant, ce qu'il faut regarder, bien sûr, et ce qui me paraît assez cohérent, c'est de vérifier le niveau de free cash flow. Donc c'est les flux de trésorerie restant après toute dépense dans l'ensemble. Et donc c'est de vérifier que les free cash flow, c'est-à-dire le cash, dit autrement très simplement la trésorerie excédentaire, elle reste positive après toute dépense. Et là on voit que c'est le cas. Et ça c'est une donnée encore plus importante que le résultat net. Il faut d'autant plus le vérifier pour des sociétés comme des sociétés qui opèrent dans le secteur pétrolier, ou des sociétés qui opèrent dans le secteur cyclique. Donc entre autres, et ici on voit qu'on a un free cash flow qui est faut pas regarder seulement le fait que ça soit voilà, de plus de 10, que ça soit à 7, 12 ou 4 ou 18 milliards d'euros. Faut vérifier surtout qu'il est positif, même si, et ça c'est important de le dire, même si le résultat net, lui, est négatif. En 2020, le résultat net était négatif. Le free cash flow était positif. Moins 7 milliards de résultat net, donc une perte de 7 milliards et 4 milliards de free cash flow excédentaire. Donc ça c'est très important parce que ça permet de compenser aussi une perte de résultat net. Donc, enfin, une perte au niveau du résultat net. Et ici, dans l'ensemble, les marges, alors, elles pourraient, ça reste à voir, mais elles pourraient tendre à croître un petit peu sur tout ce qui est développement voilà, de la branche d'activité distribution euh, au bout de la chaîne de valeur, donc à la fin de l'intégration verticale sur les réseaux de distribution et aussi sur un petit peu la partie de relais de croissance énergie renouvelable, ce genre de choses. Ensuite, donc ça c'est vraiment pour l'activité. Donc dans l'ensemble, l'activité, en synthèse, l'activité de Total Energy, elle est relativement saine, elle est gérée sainement en tout cas l'activité si on s'intéresse au compte de résultat consolidé du groupe. Maintenant, on va regarder, alors on peut le regarder aussi en trimestriel. Je pars du principe que vous investissez sur un horizon de temps long de plusieurs années. Donc ici, je reste quand même sur les données qui sont plutôt annuelles. Dans l'ensemble, voilà ce qu'on doit probablement retenir pour l'activité. Maintenant, d'un point de vue bilanciel, le, donc, le patrimoine cette fois-ci, et le, non pas l'activité en elle-même, d'un point de vue bilanciel, ce qu'il faut regarder, la donnée clé qu'il faut regarder pour une société du secteur pétrolier, c'est 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 le niveau d'endettement relatif à la capacité d'autofinancement, ou à peu près dit plus simplement, c'est le ratio dette sur EBITDA, endettement net
sur excédent brut d'exploitation, si on simplifie. Donc il faut que ce ratio, en théorie, soit inférieur à 4 ou au maximum 4, 4,5. Mais à plus forte raison, c'est mieux s'il est inférieur à 3 ou 3,5 pour un secteur à forte intensité capitalistique comme le secteur dans lequel Total Energy opère. Donc ici, on voit que même au pic de l'année 2020, lorsque l'activité était morose, on avait un levier qui était à 2,498, donc 2,5, ce qui est tout à fait convenable parce qu'on est largement en dessous de 3, 3,5 ou 4. Et ensuite, ce qu'il faut regarder aussi, ça c'est intéressant de le voir, c'est que au niveau de l'année 2022, 2021-2022, il y a eu une phase de désendettement. Et ici, on a eu une hausse des taux d'intérêt. Donc ici, c'est plutôt une bonne chose pour le groupe Total. Et dans l'ensemble, le levier financier, enfin le levier dette sur excédent brut d'exploitation, il devrait être largement inférieur à 1, clairement, pour les prochaines années. Donc, à moins qu'il y ait à nouveau un événement externe majeur tel qu'une pandémie ou un ralentissement majeur de l'économie au niveau mondial, le levier ici, dette sur EBITDA, devrait rester largement jugulé. Donc ça, c'est vraiment la donnée clé à regarder pour ce genre de société, d'un point de vue bilanciel. Autre élément quand même important à regarder, si on s'intéresse à ce genre de société, euh, donc c'est évidemment la rentabilité des capitaux propres. Donc c'est-à-dire combien de résultats nets est généré sur l'ensemble des capitaux investis. Parce que si on a un ratio, une rentabilité qui est inférieure à celle du marché dans son ensemble, autant ne pas investir et acheter directement un ETF qui y est investi dans le marché. Euh, donc ici, dans l'ensemble, on a un ROE. Alors il faut vraiment regarder dans l'ensemble au long terme. Donc ici, on a un ROE qui est tout à fait convenable, qui est même élevé, plus élevé que la moyenne sectorielle. Ici, on est à 16,8%, 32 en 2021, respectivement 16,8 et 32 en 2021 et 2022. En prévisionnel, on reste à des niveaux qui restent largement au-dessus de 10%. Pour vous donner une idée, 10% c'est la rentabilité de l'indice Standard Poor's 500 aux États-Unis depuis 2 siècles, dividendes réinvestis, approximativement. La bourse de Paris fait en rentabilité annualisée de dividendes réinvestis 7,8% au cours des 30 dernières années. Donc ici, on a une rentabilité des capitaux propres qui est largement supérieure. Alors, je vais quand même préciser un élément d'emblée parce que si vous achetez des actions totales, vous n'allez pas faire 30 Si vous aviez acheté des actions totales en 2022, vous auriez pas, en 2021, vous n'auriez pas fait 17% de, de rentabilité globale, puis à nouveau 32,4 l'année d'après, sur la base de 16,8 déjà réalisé l'année d'avant, puis à nouveau 21,1 pour cette année. Il faut bien comprendre une chose, c'est que en 1, déjà, bon, là, le ROI il peut être artificiellement augmenté en partie par des techniques d'ingénierie financière comme des rachats d'actions, c'est le cas de Total par exemple. Si vous regardez le cas de Mastercard, vous avez des ROE qui sont à 140, 150%. Apple a peut-être un ROE qui est à 130%. Donc, faut le comprendre. Et puis euh, également, après c'est un petit peu plus complexe que ça, sans aller dans les détails de l'analyse financière, il faut savoir que le résultat net est en partie distribué et en partie mis en réserve et en partie réinvesti en partie dans des projets qui rapportent un certain taux de rentabilité. Donc il y a énormément de variables à considérer. En revanche, un ratio qui est beaucoup plus fidèle et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins plus difficile à modifier par diverses techniques, c'est le ratio ROA. On ne peut pas vraiment faire de cosmétique comptable ou financière là-dessus. Le ratio ROA, c'est la rentabilité des actifs, donc c'est le résultat net au passif du bilan divisé par le total des actifs. Donc finalement, ici, ça nous indique clairement c'est beaucoup plus fidèle de la rentabilité des investissements dans l'ensemble de la société. Et ici, en l'occurrence, bah, les activités de la société en fonction des années, bien évidemment, ont un ROA qui aussi, c'est très cyclique comme secteur, je le rappelle, entre 4, je suis à abstraction 4,5, 5, je suis à abstraction de l'année 2020, qui est vraiment statistiquement hors champ, et, euh, et puis 12% pour 2022, qui est peut-être aussi statistiquement en haut. Donc un peu à la limite. Mais dans l'ensemble, on a un ROA qui est
à peu près, même un petit peu plus élevé que la moyenne sectorielle, et ça à nouveau c'est une bonne chose pour Total Energy. C'est un petit peu lié aussi aux marges, bien évidemment, qui ont tendance à augmenter un petit peu, les marges fournissent un résultat net un peu plus élevé pour Total que pour la moyenne du secteur, donc le résultat net est assez important par rapport au chiffre d'affaires, et puis évidemment le résultat net sur la somme des actifs, on arrive à générer plus de résultats net pour un certain montant d'actifs, et ici on a des marges return on assets, rentabilité des actifs, voilà, qui sont quand même cohérentes, tout à fait intéressantes. Donc ici, il n'y a rien à redire, il n'y a pas à pointer de problématiques particulières au niveau du bilan, et vraiment il y a quand même un élément qui est très favorable. Euh, Toutes les sociétés dans l'ensemble ont si on agrège l'ensemble des sociétés du secteur pétrolier, et même plus largement des sociétés, en tant qu'agents économiques, ont un endettement net de dette, enfin une situation de trésorerie, d'endettement net. Et donc ici, dans le secteur pétrolier Total, un endettement net à plus forte raison qui est extrêmement limité, extrêmement jugulé, extrêmement bien maîtrisé, et la situation bilancielle est très bonne pour ce type de secteur d'activité. Donc évidemment, si on faisait l'analyse si on avait ce bilan-là pour une société du secteur du luxe, on pourrait se poser des questions. Là, c'est pas le cas. Et c'est tout à fait cohérent et même très très bon pour une société comme Total. Et à nouveau ici au niveau du bilan, une donnée clé à vérifier, c'est le free cash flow. Donc c'est la trésorerie nette excédentaire. Donc ici à nouveau, on a toujours des soldes positifs. Et donc ça, c'est une situation qui est tout à fait favorable pour le groupe Total. Donc ensuite, alors là, sur la partie analyse financière, on a évoqué deux des trois éléments à regarder. Après, on parlera du dividende. En un, on a vu l'activité. L'activité, elle est moins cyclique dans l'ensemble que les cours du pétrole. Voilà. Et on a des marges, on a des marges qui sont très intéressantes pour ce secteur-là. Donc si on regarde dans le temps et puis dans l'espace, donc au fil des années et puis par rapport à la concurrence, on est bien positionné. En deux, si on regarde au niveau bilanciel, la situation de dette sur l'excédent brut d'exploitation, le levier dette sur les EBITDA, il est tout à fait cohérent et l'endettement net est largement maîtrisé. Et la situation en termes de solvabilité est très bonne. Il n'y a aucun problème d'endettement. Il y a 16 milliards de dettes pour 2023 en prévisionnel pour un EBITDA de plus de 50 milliards. Donc ça fait un levier dette sur EBITDA qui est à 0,335, ce qui est très faible. Il faut qu'on soit inférieur à 3 ou 4. Donc évidemment, 16 milliards de dettes, c'est énorme en absolu, mais en relatif, à l'EBITDA, c'est très peu. Voilà, pour que la situation devienne critique, évidemment, il faudrait que pour un EBITDA à 50 milliards, il faudrait avoir une dette nette qui soit multipliée qui soit au niveau de 200 milliards. 200 milliards d'US dollars équivalent. Donc ici, on est très très loin d'être en situation critique. Donc voilà, il faudrait que voilà, l'endettement net soit de même ampleur que le chiffre d'affaires, ici, dans l'ensemble. Donc, donc ici, aucun problème sur le niveau d'endettement. Et on a vu également qu'au niveau de la rentabilité des fonds, donc la rentabilité return on equity du capital investi et de la rentabilité des actifs, on a des très bons niveaux, à nouveau un peu meilleur que du point de vue sectoriel pour la petite précision. Maintenant, troisième élément de l'analyse financière, c'est bien de regarder tout ça, mais combien on paye Total finalement, indépendamment du cours de bourse. Est-ce que l'action Total, elle se paye cher? Donc ici, et après, bien sûr, je vous parlerai du dividende, parce que ça, je sais que ça en intéresse beaucoup. Donc ici, au niveau de la valorisation, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plusieurs critères de valorisation. Il y a des critères qu'on peut analyser, comme le PER, le ratio cours sur bénéfice, qu'on peut analyser en- à un instant T. Il y a aussi des méthodes de valorisation qui partent de postulats, comme le DCF, qui partent du postulat qu'il y aura un taux de croissance donné voilà, pour les flux enfin, pour une société, et puis on actualise les flux de trésorerie et on obtient une valeur actuelle. Donc ici, dans ce genre de cas,
les principaux ratios à regarder pour une société très capitalistique et où les actifs sont dans l'ensemble assez peu liquides. En tout cas, une grande partie des actifs sont assez peu liquides. Hein, tout ce qui est voilà, tout ce qui est les exploitations pétrolières, etc. Ça se vend pas comme ça. Donc c'est très peu liquide. Donc au niveau de la liquidité, les actifs, on n'est pas à des niveaux exceptionnels, mais pas plus, pas moins que dans la moyenne du secteur. Mais dans l'ensemble, ce qui est important de regarder, c'est le price to book, donc c'est-à-dire le cours sur actif net. Donc combien de fois Total est capitalisé, la valeur totale de ses actifs. Donc ici, on voit que le total du bilan, enfin la capitalisation boursière représente en 2023 1,24 fois le total du bilan. Donc une capitalisation de 150 milliards d'euros. Donc ça représente 1,25 fois le bilan. Donc le bilan doit être à peu près à 110, 115 milliards d'euros dans l'ensemble. Et on a un price to book ratio qui est tout à fait correct. Encore une fois, évidemment, il faut voir si la société est liquide en cas de cession, mais à nouveau, je le rappelle, on l'a vu au bilan, il n'y a pas de problème de solvabilité, donc il n'y a pas de nécessité de liquidité. Ensuite, euh, le ratio PER est pertinent dans le cas de sociétés comme Total. Le PER est un ratio utile dans le cas d'analyse de valorisation de sociétés qui sont matures, qui ont une activité, où on a de la visibilité. Euh, En l'occurrence, la limite du PER, c'est bien sûr que si on a un résultat net négatif, on ne peut pas l'interpréter. Donc, euh, donc ici, néanmoins, hors donc 2021, on a un PER qui est compris à peu près entre 6 et 10, donc sur l'ensemble des années. Alors, ça reste dans la moyenne du secteur. C'est normal d'avoir un PER relativement faible entre guillemets par rapport au PER moyen du marché. Ça c'est le PER à peu 8, c'est à peu près le PER moyen du secteur pétrolier, mais c'est normal, on ne paye pas plus de 8 fois les bénéfices d'une société pétrolière. Donc c'est tout à fait normal. Donc ici on a des ratios de valorisation qui sont cohérents. Euh, donc sur la valorisation, le titre est à peu près justement valorisé, à peu près à sa valeur intrinsèque. Donc si on pondère de manière à peu près équipondérée le ratio PER, le ratio price to book, le ratio valeur entreprise sur EBITDA, qui d'ailleurs par parenthèse est un petit peu mieux que le ratio PER puisqu'il fait abstraction de l'endettement et puis il prend en compte le résultat d'exploitation. Euh, et puis si on actualise également les flux de bénéfices futurs, j'ai fait quelques petits calculs de mon côté, euh, dans l'ensemble, on a une société qui est valorisée correctement et c'est peut-être le plus important à retenir. Donc ici, par contre, ici, il est inutile d'utiliser des ratios comme le PEG, Price Earning Growth, etc. Il faut être très précautionneux, je le précise quand même, avec l'actualisation de flux de bénéfices futurs. La méthode DCF est excellente pour valoriser des sociétés. Néanmoins, c'est très difficile d'avoir une bonne maîtrise sur les flux à- et les taux d'actualisation, sur les flux déjà, et leur taux d'actualisation à appliquer. Parce qu'évidemment, le pétrole, c'est un secteur, les cours du pétrole sont très, très fluctuants. Donc ici, si vous voulez valoriser une société du secteur pétrolier, intéressez-vous au PER. S'il est négatif, intéressez-vous à la valeur entreprise sur EBITDA. Pardon, valeur entreprise sur EBITDA. J'ai fait une vidéo à ce sujet. C'est un ratio qui est, on va dire, un PER optimisé dans le cas, dans la mesure où il prend en compte simplement la valeur d'entreprise, donc en faisant abstraction de la dette et l'EBITDA, donc finalement pas le résultat net, parce que le PER prend en compte le résultat net, mais le résultat net peut être boosté entre guillemets par des cessions d'actifs. L'EBITDA c'est l'exploitation. Et donc le price to book, ici il est judicieux. Le price to book on l'utilise ce ratio-là pour des sociétés qui sont matures et qui sont dans des secteurs qui ont des taux une croissance qui est finalement assez atone au long terme, ou très faible. Donc ici, d'un point de vue sectoriel, rapidement, si on regarde le price to book des concurrents Total, le PER, et puis le ratio valeur entreprise sur EBITDA, les autres, c'est- je les ai regardés également de mon côté, on a une société qui est valorisée à peu près de la même manière, peut-être légèrement plus chère en termes de valorisation, pas de cours de bourse bien sûr, mais quelques pourcents plus cher que les autres acteurs du secteur.
Encore une fois, c'est à la marge et c'est pas significatif si vous décidez d'investir dans Total. Si vous choisissez, si vous hésitez entre Total et puis par exemple Royal Dutch Shell ou une autre société du secteur, euh, il ne faut pas s'arrêter simplement à un écart de valorisation dans l'ensemble qui est extrêmement faible actuellement. Donc, donc ensuite, bah écoutez, on va parler d'une chose qui vous intéresse, j'en suis certain. Avant de finir sur le cercle des actionnaires, je vais vous parler quand même du dividende de Total. Le dividende de Total, donc dans l'ensemble, je vais quand même vous montrer un petit graphique Excel. Le dividende de Total, il suit un taux de croissance qui est très faible, mais c'est normal. C'est une société qui est dans un secteur mature, ça se traduit, ça se voit déjà dans le cours de bourse depuis déjà 2 décennies. Voilà, le cours de bourse, comme on l'a vu juste avant, il est aussi entre un trade à 35 et 55 euros. Donc on a une société qui est dans un secteur mature et, euh, et c'est une valeur de rendement. C'est pas une valeur, c'est une valeur de fonds de portefeuille, mais plutôt une valeur de rendement, et c'est pas du tout une valeur de croissance, loin de là. Donc ici, on a un rendement du dividende qui est relativement élevé. Rapidement, je vais quand même vous le présenter. Un rendement du dividende, un dividende par action déjà qui est en augmentation, mais très légère, on le voit dans le temps. Le trend est très légèrement haussier. Et puis on a un rendement du dividende qui est intéressant mais qui n'est pas non plus très élevé, on est à peu près à 7%. Donc ça c'est une chose importante à noter. Donc ici on a le rendement, dans l'ensemble il faut considérer 6 à 7%. Et rapidement je vais quand même vous montrer un petit graphique Excel pour que vous ayez une petite idée très rapidement de l'évolution du dividende total au fil des années. Il y en a pour aller, on va dire quelques minutes dans l'ensemble avant que la vidéo se termine. Si on regarde l'évolution du dividende du groupe Total sur les 10 dernières années, donc là c'est sous forme graphique, on voit qu'on est passé au titre de 2012, pardon, là c'est pour 10 millions investis, on voit qu'on est passé au titre de 2012 de 2,34 au titre de 2022 2,81 €. Je fais abstraction dans cet exemple de dividende exceptionnel. Donc, dans ce cas-là, évidemment, faut calculer un petit peu le taux de croissance du dividende. Ici, on est à 1,85% pour le taux de croissance annualisé moyen à 10 ans de Total Énergie. Donc, c'est pas très significatif. Et si on cible une valeur avec un rendement du dividende intéressant et une relative stabilité du dividende, Total Energy, c'est un très bon placement. Après, si on veut un dividende qui suit un taux de croissance beaucoup plus élevé, avec un rendement initial plus faible, il faut aller chercher d'autres sociétés, peut-être les sociétés du secteur du luxe. Néanmoins, Total Energy est une très belle valeur de rendement. Et on peut avoir quand même un peu de visibilité sur le rendement, l'évolution du rendement au cours des prochaines années. Donc voilà, ça c'est quand même une petite précision. Donc c'est important de comprendre néanmoins que le rendement ne fait pas toute la rentabilité d'un investissement et il y a une grosse partie de la rentabilité globale qui provient également de la plus ou moins value réalisée à terme en bourse. Par contre, pour la partie rendement, c'est une très belle une très belle action à dividende si vous avez un horizon inférieur à la décennie. Donc, mais vous pouvez vous projeter sur un horizon plus long au vu de l'activité totale. Donc le dividende par action, rapidement, alors il faut être précautionneux vis-à-vis ici vous le trouvez sur le site de Total Energy, vis-à-vis de la présentation bien sûr, mais néanmoins, voilà, le dividende, comme on l'a vu avant, il suit un léger trend aussi au long terme d'à peu près voilà, dans les 2%. Ce qui est intéressant de regarder néanmoins, c'est le rendement du dividende. C'est évidemment une notion qui est intéressante. Par contre, il faut la mettre en comparaison avec le taux de croissance du dividende. Et on a un rendement de 6% du dividende et un taux de croissance de à peu près 2% annualisé du dividende de Total. Donc voilà, c'est quand même une belle valeur de rendement. Si vous avez un horizon de placement, disons, de 15 ou 20 ans, peut-être que aller investir sur des sociétés comme L'Oréal ou LVMH qui fournissent un rendement initial du dividende faible, mais qui a un taux de croissance annualisé moyen du dividende beaucoup plus élevé, sera peut-être un bien meilleur deal, puisque à terme vous aurez un rendement sur prix sur cours d'achat qui sera plus élevé que pour Total. Il y aura un point d'inflexion peut-être au bout de 13 ou 14 années. Enfin, je vais terminer cette vidéo sur
un élément qui est la cerise sur le gâteau, mais pas le plus important, c'est le cercle des actionnaires de Total Energy. Sachez rapidement, bon, vous trouverez ça sur le site de Total Energy dans la rubrique investisseurs. Je ne vais pas m'éterniser davantage là-dessus, mais pour fidéliser ses actionnaires, Total Energy a une bonne politique actionnariale en faveur des actionnaires quand même, et aussi des salariés avec ses programmes d'actionnaires à salariés. Mais voilà, si vous avez un certain nombre d'actions totales, vous pouvez faire partie du cercle des actionnaires de Total Energy et bénéficier de certains avantages, alors qui ne sont pas nécessairement incroyables évidemment, mais qui peuvent être intéressants. Évidemment, c'est la cerise sur le gâteau et pas le gâteau en lui-même. Le gâteau en lui-même, c'est tout ce qu'on a vu avant et c'est 99% de ce qui doit pondérer votre décision d'investissement ou non, c'est-à-dire la partie analyse stratégique et analyse financière. Donc, retenez dans l'ensemble que Total, si on devait synthétiser l'ensemble, c'est une société qui est dans un secteur, un cartel, un secteur oligopolistique, qui a amorcé peut-être un peu mieux que ses concurrents le virage voilà, de la transition énergétique et de la diversification en ce sens, qui a des marges qui sont un petit peu plus élevées, euh, qui opèrent dans le secteur stratégique. Ensuite, d'un point de vue financier, qui a des marges un peu plus élevées que la concurrence, une activité qui est un peu moins cyclique que la moyenne sectorielle par rapport au cours du futur sur pétrole. Et au niveau bilanciel, une solvabilité qui est très bonne. Et puis au niveau des valorisations, une valeur intrinsèque, on paye l'action totale à peu près à sa valeur intrinsèque si on pondère la valorisation du titre par les principaux ratios de valorisation applicables pour ce genre de société. C'est-à-dire une société mature qui a, un, qui a une qui a la possibilité de rétribuer une grosse partie de ses bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires euh, et qui maîtrise quand même ses coûts en investissement et qui n'est pas en phase de croissance et donc qui a un dividende qui est conséquent. Pour l'anecdote, Total, c'est la société qui verse en absolu le montant global de dividendes le plus élevé des sociétés du CAC 40. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile pour prendre vos décisions d'investissement. De mon côté, j'ai pas d'action de Total Energy. Pour l'anecdote, je le précise, c'est essentiellement parce que ça fait pas partie de ma stratégie d'investissement. C'est une valeur qui est intéressante si vous avez une stratégie de rendement et si vous vous intéressez davantage à la partie cash flow que la partie plus-value. Donc c'est-à-dire si vous vous intéressez davantage aux dividendes que la plus-value à terme. Donc on peut gagner en bourse avec le dividende et avec la plus ou moins value. Bah, si vous ne vous intéressez pas tant à la plus ou moins value, mais plus à la partie rente, Total c'est une bonne valeur dans laquelle investir, un placement de bon père de famille assez safe, disons dans l'ensemble. Néanmoins, voilà, vous n'aurez pas une croissance globale de votre portefeuille, c'est-à-dire cours de valorisation plus ou moins value sur cours de bourse et dividende. Vous n'aurez pas une valorisation globale de votre portefeuille aussi importante avec Total euh, Énergie sur un horizon de 5 ou 10 ans qu'avec d'autres sociétés qui fournissent des performances globales, donc beaucoup plus élevées. Je pense notamment aux valeurs du luxe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser en commentaire, liker, commenter, partager, etc. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo boursière.